Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme spécial consacré à la redevabilité pour le gouvernement Sama Lukonde. C'est avec un double sentiment que je prends ce micro pour venir chez vous. Double sentiment parce que c'est le plaisir et la responsabilité. Plaisir parce que nous parlons du secteur le plus important entre tous qui conditionne l'économie de notre pays. J'ai parlé donc du secteur des mines. Il n'est pas un secret que le Congo, aujourd'hui, est structuré et a une réponse par rapport à ces problèmes grâce à la contribution efficiente du secteur des mines. C'est pourquoi j'en parle avec beaucoup de responsabilité. Mais le plaisir, parce que depuis 1960, et ça fait quand même beaucoup de décennies, ce secteur n'a jamais été dirigé par une dame. Et aujourd'hui, ce plaisir est à moi de recevoir la première dame qui a dirigé, qui dirige encore, qui dirigera certainement les secteurs de mines. J'ai donc le plaisir de recevoir Madame la ministre des Mines, Madame Antoinette Samba Kalambay. Madame la ministre, c'est avec joie que je vous reçois, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de vivre ces moments où vous avez à la tête de ce ministère le premier. Si nous avons un peu de croissance dans ce pays, si nous pouvons faire des routes, si nous pouvons payer nos fonctionnaires, c'est parce que ce secteur fonctionne et Dieu nous a pourvu des ressources naturelles importantes. Alors quand on est une femme et qu'on arrive à un ministère comme celui-ci, quels sont les sentiments que l'on ressent? Est-ce que c'est un privilège? Est-ce que c'est une condamnation? Est-ce que c'est normal? Madame. Oui, merci, Monsieur Willy. J'ai le sentiment de satisfaction. Je me dis, je me suis battue. Et je suis là parce que je le mérite. Donc, j'ai un sentiment de... Comment dirais-je? C'est normal. Oui, c'est normal. Parce que vous avez fait le combat qu'il fallait. Oui. Donc, je vous félicite encore une fois pour cette nomination et surtout pour l'année que vous venez de passer à la tête de ce ministère. Mais vous devez à la population et au grand public qui nous suit un certain nombre de réponses pour que nous comprenions l'action que vous avez menée. Alors, vous venez de rentrer de Cape Town, Indaba. Vous y étiez avec quelques membres du gouvernement, mais aussi avec le Premier ministre. La RDC a livré un message à Indaba devant tous les grands investisseurs et les opérateurs et d'autres chefs d'État. Quel a été votre message à Indaba? Je pourrais dire que mon message, ou le message de la République démocratique du Congo, à travers le Premier ministre, était allé dans le même sens que le message d'autres chefs d'État présents à Indaba. Le Premier ministre a présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je crois, vous le savez, nous sommes le pays solution, parce que nous régorgeons tous les minéraux qui entrent dans la transition énergétique. Nous avions présenté le fait qu'aujourd'hui, c'est une priorité pour la République démocratique du Congo de pouvoir explorer, explorer tout ce qu'il a comme minerai afin que nous puissions découvrir de nouveaux gisements et puis savoir quantifier ce qui nous reste en réserve minérale. Et en deuxième lieu, le Premier ministre a demandé à ce que tous les pays d'Afrique puissent mutualiser, faire front commun pour que chaque pays qui est producteur d'un minerai qui entre dans la transition énergétique puisse ensemble mutualiser afin que nous puissions nous-mêmes au sein de nos pays développer la valeur ajoutée de nos minerais. Et en troisième lieu, nous avons présenté le fait que nous avions signé un accord bilatéral. Le chef de l'État de la Zambie ainsi que le nôtre ont signé un accord bilatéral afin que nous puissions monter des usines de fabrication de batteries électriques, soit en Zambie ou en République démocratique du Congo ou à cheval entre les deux pays. Voilà en gros de quoi il a été question. Et les autres présidents à Indaba ont parlé pratiquement de la même chose, que nous devons investir
dans l'exploration de nos Nous minéraux. allons aborder tout à l'heure la question clé de l'exploration et de la certification de nos réserves. Mais revenons un tout petit peu. Voilà, vous arrivez au ministère. Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce que vous trouvez dans les tiroirs? Quel est le dossier? Comment se trouve l'état du ministère quand vous arrivez? Bon, je ne voudrais pas être alarmiste. Bon, quand je suis arrivé, déjà, je suis fille maison. J'ai été chef de division au ministère des Mines, à l'inspection minière. Aussitôt arrivé, j'ai commencé par tenir les états généraux des mines pour avoir un peu le tableau de tout ce qui avait comme dysfonctionnement au sein du ministère. Je trouverais que le cadastre minier n'était pas, la gestion n'était pas bonne. Il y avait assez de permis dormants, de permis qui étaient octroyés sans le respect de la loi. J'ai trouvé l'artisanat minier en désordre et certains établissements publics sous ma tutelle n'étaient pas opérationnels. Voilà, après avoir tenu les états généraux des mines, une feuille de route a été élaborée et par la suite, nous nous sommes mis au travail. Dans les dysfonctionnements du secteur, par un secteur clé, quelle était la cause de ces dysfonctionnements? C'était quoi? Est-ce que c'était un problème de politique publique? C'était un problème d'hommes? C'était un problème de moyens? C'était un problème peut-être de... Je ne sais pas. Quelle était la cause principale de ces dysfonctionnements? Je pense que c'était un problème d'hommes. Parce que la loi, et le code et le règlement minier étaient là. En 2018, ça a été modifié. Mais la mise en application n'a pas suivi. Et lorsque nous avions tenu les états généraux et que nous avions élaboré la feuille de route, nous sommes allés sur terrain, en itinérance à l'est comme dans le sud du pays, palper du doigt les réalités décriées dans le cahier de charges. Donc, nous sommes allés dans le Haut-Ouélé, en Ituri, et au nord et au sud Kivu. Nous avions trouvé combien l'exploitation artisanale était tronquée. Il y a des étrangers qui viennent, qui utilisent les coopératives minières et ils exploitent industriellement via coopératives minières. Donc, nous avions fait ce constat à l'est du pays et lorsque nous sommes allés au sud, dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba, c'est pratiquement la même chose. L'exploitation artisanale nous fait vraiment problème. Et côté exploitation industrielle, il y a eu aussi des couacs. Les cahiers de charges, vous savez, les sociétés minières sont appelées à répondre aux obligations sociétales. Ils doivent développer l'environnement sur lequel ils exploitent. Mais lorsque nous sommes arrivés, les cahiers des charges n'étaient pas signés et les communautés locales étaient abandonnées à leur propre sort. Nous avions commencé ce travail-là de sensibilisation et aujourd'hui, je peux vous affirmer que les cahiers des charges sont signés, pas tous, hein, mais une bonne partie, et la mise en œuvre a déjà pris corps. Et nous avions, le ministère des Affaires sociales et moi avions signé un arrêté interministériel sur la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières qui, au finish, nous devons mettre en place des organismes spécialisés qui vont gérer cette dotation-là afin que nous puissions palper du doigt, avoir des actions visibles du développement communautaire au sein de toutes ces entreprises minières. Madame, évidemment, nous allons aborder tout à l'heure quelques questions spécifiques. Mais quand on parle de notre pays, surtout à l'extérieur, ceux qui nous aiment un peu, hein, parce que ce n'est pas facile d'aimer le Congo à cause de la convoitise, ceux qui nous aiment un peu disent que le pays est pillé sur le plan des ressources naturelles. Le Congo connaît un pillage systématique. Au niveau du ministère de Mines, quand vous entendez une telle phrase, que le pays est pillé, que les ressources partent sans contrepartie,
ça correspond exactement à quoi dans votre perception? Est-ce que c'est de la propagande simple ou bien c'est vraiment la réalité? Et je pense que c'est la réalité. Deux fois, je manque le sommeil la nuit. C'est vraiment la réalité. Nous sommes en train de... Tout le jour, nous travaillons pour lutter contre la fraude minière. Elle est vraiment organisée aujourd'hui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en faisant mon itinérance, j'ai compris beaucoup de choses. Dans les mines, il y a pratiquement tout le monde. Vous entendez le bruit de bottes, il y a la police, il y a les autorités politico-administratives qui, eux-mêmes, nous qui sommes appelés à faire respecter la loi, Nous la violons. oui, nous faisons complices de la fraude. Donc c'est un grand travail que nous sommes en train de faire sur terrain et j'ai espoir que demain, nous parlerons, si pas des euros fraude, Mais peut-être... vous allez atténuer la fraude. Oui, voilà. Alors, les différents opérateurs miniers, les industriels, quand ils parlent, j'en ai entendu certains parler à Indaba, ils sont inquiets du fait que notre pays change beaucoup les règles des jeux. Et qu'à partir du moment où on a déjà un code minier, celui-là, il a été révisé 2 fois, on a même changé un tout petit peu le même code, les contrats ont été révisités. Dans la feuille de route que vous avez prise après les États généraux, est-ce que vous avez prévu un changement des règles du jeu? Est-ce que la loi va changer? Est-ce que les codes vont encore changer? Qu'est-ce qui a été prévu dans le domaine des règles du jeu? Je pense que nous irons encore vers la modification. Vous savez, le droit il est muable. Hein. Et chaque jour, il y a des expériences qui font que les us et coutumes puissent devenir demain un droit établi. Nous tendrons vers là parce que je crois que l'exploitation artisanale, c'est vraiment un casse-tête. Les coopératives minières, donc le législateur a voulu créer une classe moyenne congolaise en donnant l'opportunité aux Congolais de pouvoir créer des coopératives minières. Mais aujourd'hui, ce que nous vivons sur terrain, ce n'est pas ça. Ce sont des gens comme vous et moi qui créent des coopératives minières en lieu et place des exploitants artisanaux. Donc, nous devons aller vers la modification du code des règlements miniers. Je pense que... Sans effrayer le monde... les mondes financiers, le monde économique et industriel. Bon, en fait, lorsque nous tendons vers... C'est toutes les parties prenantes qui viennent. Donc, ils seront associés, donc qu'ils ne soient pas effrayés. Ils seront consultés. Vous l'avez dit, notre pays est un pays solution. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réellement fait pour pouvoir amener le Congo à répondre à ces engagements internationaux, notamment dans la fourniture de tous les minéraux qui participent à cette transition énergétique? Qu'est-ce qui a réellement été fait à votre niveau? Bon, déjà, à notre niveau, j'ai commencé par dire que j'ai assaini le cadastre minier. En tout cas, nous avions déchu plus de 380 permis. Aujourd'hui, après le service de recours, nous avons récupéré autant d'actifs miniers dans plusieurs filières, hein, aurifères, cuprocobaltifères, même dans le lithium, nous avions récupéré. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez assaini? Vous avez fait exactement quoi? Nous avions, j'ai dit, assaini le fichier cadastral. Il y a des titulaires de permis de recherche comme des permis d'exploitation qui, les uns ne payaient pas les droits superficiaires, d'autres n'ont pas eu à respecter la loi établie. Donc, en ayant X temps, vous devez explorer et puis commencer l'exploitation. Mais nous avons des titulaires de permis qui sont titulaires il y a 15-20 ans. Et aujourd'hui, si nous avons l'envahissement des permis de certains périmètres, c'est parce que les propriétaires ne font pratiquement rien. Et quelque part, la guerre aussi a perturbé. Il y avait quand même des cas de force majeure. Oui. Alors, pour cela, que vous avez fait quoi? Mais non, les cas de force majeure dans les provinces où il y avait la guerre, oui. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des cas de force majeure dans des provinces où il n'y avait ni guerre, ni problèmes naturels. Mais bénéficiaient de cas de force majeure. Donc voilà comment nous avons travaillé, nous avons nettoyé
tous ceux qui étaient propriétaires ayant l'avantage, le privilège d'avoir le cas de force majeure, alors qui ne devaient pas bénéficier de cela, ils ont été déchus. Ceux qui ont payé, on leur a rétribué leurs permis. Ceux qui n'ont pas payé et ceux qui n'ont pas rempli les conditions, nous avons retiré le permis. Vous avez demandé, vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez concrètement fait dans ce secteur-là? Parce que je vous ai vu avec votre collègue de l'industrie signer des partenariats. Bon, on parle beaucoup de batteries. Vous savez, les gens entendent ça, mais disent, ah quand même, ces gens-là, ils rêvent. Hein. Nous, dans ce pays ici, faire des batteries électriques et les vendre dans le monde, non, c'est un rêve. Bon, vous savez, moi, je suis croyante. Hein. Si vous ne rêvez pas, il vous est difficile de réaliser les rêves de votre vie. Tout commence par un rêve, par une pensée, et demain, ça se matérialise. Nous sommes allés à Lubumbashi, mon collègue de l'industrie et moi. Nous avions lancé le centre d'excellence de formation et de recherche en chimie et technologie de la batterie électrique, dans l'optique de pouvoir développer la main-d'œuvre locale et au finish et commencer à fabriquer des batteries électriques au Congo. Donc c'est un contrat, un partenariat avec la Zambie. La Zambie est une firme allemande. Et au finish, je vous ai dit tout à l'heure que le chef de l'État, notre président de la République, est allé. Nous l'avions d'ailleurs accompagné à aller signer l'accord bilatéral avec son homologue de la Zambie. Et moi, j'y crois. Nous avions décidé ensemble de mettre nos minerais, de mutualiser dans ce sens-là. Vous savez, la République démocratique du Congo et la Zambie, à nous deux, nous avons pratiquement 70% de la production mondiale en cobalt, ce qui n'est pas de moindre. Nous nous sommes décidés de mettre nos minerais ensemble afin que nous puissions demain commencer à donner de la valeur ajoutée à nos minerais, fabriquer les batteries électriques ici sur place en République démocratique du Congo ou en Zambie, et puis d'autres matériels, parce qu'en dehors de batteries électriques, nous avons tout ce qu'il y a comme pièces qui rentrent dans les portables, dans les ordinateurs, vraiment monter des usines ici sur place. C'était un rêve, mais moi je me dis petit à petit nous sommes en train de le réaliser parce que le lancement du centre d'excellence a eu lieu, l'accord bilatéral a été signé et là nous sommes dans la mise en œuvre de ces grands projets. Madame, évidemment, quand on regarde certaines entreprises publiques, je sais que le portefeuille de l'État, ce n'est pas directement votre travail, mais quand même, quand nous regardons certaines entreprises, notamment celles à capital totalement de l'État, comme la GECAMIN, comme la MIBA, Sakima, Sokimo, toutes les entreprises minières qui relèvent du patrimoine de l'État sont en faillite totalement et ne fonctionnent pas parce qu'une entreprise doit produire et ces entreprises, alors que la plupart des produits miniers sont en hausse sur le plan du marché mondial, les entreprises congolaises qui fonctionnent avec le capital de l'État sont en faillite. On a l'impression que le gouvernement a abandonné ces entreprises, ne s'occupe pas du tout en tout cas de leur... si pas de leur mort, alors il faut les enterrer, soit de leur résurrection, il faut les ressusciter. De toutes les façons, l'AMIBA, GECAMIN, Sokimo Sakima, cette entreprise-là ne fonctionne pas bien et ce n'est pas un secret de le dire sur la place publique. Quelle est finalement la réflexion du gouvernement? Qu'est-ce que vous vous dites? Vous les laissez périr ou il y a un projet? Et si c'est oui, c'est lequel? Bon, le projet, il y en a. Moi, je gère les actifs. Je suis tutelle technique et la tutelle administrative de la gestion, c'est le portefeuille. Mais une chose est vraie, au sein du gouvernement, nous avions mis une politique en place pour pouvoir relancer toutes ces entreprises minières du portefeuille congolais. Vous savez, bon, il y a eu bradage quand même hein, de tout ce qu'il y avait comme actif au sein de ces entreprises-là. Voilà pourquoi, lorsque ces entreprises-là signent des JV,
les JV prospèrent, mais pendant que elle-même meurt. Donc, nous sommes là-dedans, nous sommes en train de voir. Je sens votre réserve pour ne pas aborder cette question. Entre nous l'aborderons. Je pense que nous aurons Madame la ministre du portefeuille. Elle pourra nous donner d'autres détails. Mais je continue ces discussions avec vous et je reviens donc à une des choses que vous avez évoquées tout à l'heure au début, la certification de nos réserves. Le pays ne parvient pas, quand on signe même un permis d'exploitation ou de recherche, c'est la personne qui fait la recherche qui vous dit ce qu'elle a trouvé. Le pays n'a jamais un portefeuille certifié avant de signer un contrat d'exploitation. Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir pallier à cette difficulté? Moi, aujourd'hui, j'ai fait de l'exploration mon cheval de bataille. Je me dis, si aujourd'hui, j'ai la maîtrise de ce que nous avons comme réserve, c'est gagné pour nous. Lorsque je suis arrivé à la tête du ministère, j'ai trouvé à l'établissement public Service géologique national du Congo, qui était déjà opérationnel parce que les animateurs étaient déjà nommés par le chef de l'État, sauf que l'établissement ne fonctionnait pas faute de moyens. Je me suis impliqué pour que cet établissement-là puisse avoir les frais de fonctionnement et puis pouvoir se mouvoir comme un établissement public normal. Et aujourd'hui, nous sommes porteurs, bon, je ne peux plus parler de projet, nous avions porté le projet, le plan stratégique d'exploration et de certification de substances minérales de la République démocratique du Congo. Le projet a été adopté en Conseil des ministres et aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre, nous avions signé l'avenant 2 avec la firme internationale Excalibur. Ils vont commencer les travaux d'exploration d'ici peut-être un mois si tout se passe bien. Et dans les jours à venir, la République démocratique du Congo pourrait être capable de dire voilà, nous avons telle quantité en nickel, en chrome ou en lithium de la République démocratique du Congo. Et facilement, nous pourrons avoir des partenariats gagnant-gagnant. Je pense que... Une seule compagnie, ça suffit. Le pays est quand même immense. Au fait, nous avions réparti le Congo en 6 blocs. Oui. Il y a le bloc Kasaï, Tanganyika, Bandundu, Katanga, Équateur. Nous commençons par le bloc Kasaï. La même entreprise a commencé les travaux, je crois, en 2016-2017. Ils ont dû arrêter. Ils n'ont fait que dans le Grand Katanga, mais ils n'ont pas fini. Donc, lorsqu'ils vont commencer, ils vont achever les 32% du bloc Grand Katanga et puis en même temps, ils vont explorer dans le Kasaï. C'est le gouvernement qui finance là ou bien le fonds minier. Le fonds minier pour les générations futures. Oui, voilà. Donc vous prenez déjà ce qui appartient au futur. Raison de plus. Au fait, si le fonds minier a été créé, c'est l'une de ses attributions, ses grandes attributions, c'est financer les recherches géologiques. Parce que plus nous faisons des recherches, plus nous, comment dirais-je, nous découvrons des gisements et plus c'est des fonds que nous mettons à la disposition du fonds minier et facilement nous pouvons avoir une économie attractive et créer des entreprises ou des nouvelles unités pour les générations futures. Et ça marche déjà? Ils vont commencer quand? Ils vont travailler? Vous avez un délai? Nous pourrons avoir à peu près un annuaire dans combien de temps? Bon, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons signé le contrat pour le bloc Kasaï, mais nous pourrons faire un appel d'offres pour les autres provinces, pour les autres blocs. C'est en 2 ans que nous pouvons avoir le certificat. Madame la ministre de Mines, je veux aborder avec vous une question. Je vous demande vraiment si vous ressentez le besoin de parler en lingala. Moi, je voudrais vraiment que vous le fassiez parce que nous sommes en guerre à l'est du pays. Nous sommes quand même en insécurité. Chaque jour ici, il y a des morts et une des causes majeures de toutes ces morts, c'est les ressources qui sont à l'est du pays. Quand on regarde la carte géologique minérale du pays et on la superpose à la carte des conflits, on se rend compte que
là où il y a des conflits, il y a une ressource dans les sous-sols. Et comme la plupart de ces ressources sont travaillées de manière artisanale, c'est comme ça que ça amène des groupes armés et ça amène la guerre. Mais j'ai vu que nous n'avons pas encore pris une option, vraiment, sur l'artisanat et la paix. On n'a pas encore pris cette option-là. Et les ressources sont d'ailleurs même, partent frauduleusement, vous l'avez dit, à l'extérieur. Par rapport aux artisanaux, par rapport à la question de sécurité, quelle a été votre approche? Quelle est votre approche, fondamentalement? Quelle est votre approche? Bon, mon approche, c'est de formaliser l'exploitation artisanale. Vous savez, la République démocratique du Congo a adhéré au principe de l'ITIE, de l'initiative de transparence des industries, pour les industries extractives. Nous sommes en train de... Bon, le travail est déjà fait. Nous sommes en train, en fait, maintenant de mettre en place un système. Nous créons des zones d'exploitation artisanale viables. Nous répertorions des coopératives minières et nous qualifions les sites des sites bleus. Et là, nous encadrons afin que tous ceux qui exploitent au sein des zones d'exploitation artisanale viables puissent vendre le produit de leur exploitation vers les négociants ou les comptoirs implantés dans toutes ces provinces-là. Certes, ce n'est pas facile pour nous. Ça, c'est théorique ou bien c'est vraiment pratique? Ça a déjà commencé? Ça a déjà commencé parce que je crois que vous avez suivi en décembre, j'avais signé une circulaire interdisant l'accès des engins lourds dans des zones d'exploitation artisanale ainsi que la présence des étrangers. Bon, chose qui n'a pas vraiment suivi parce que c'est transversal. Moi, je peux décider, je suis au niveau national, au niveau provincial, nous avons nos services, mais nos services ne peuvent pas à eux seuls implémenter toutes les décisions que nous prenons au niveau central. Il y a la DGM qui intervient avec la présence des étrangers, il y a la police, il y a le ministère de la Justice. Mais donc, vous en parlez au gouvernement? Oui, nous en parlons, mais ce n'est pas facile. Vous savez, nous venons de quelque part. La corruption a tellement gangréné l'appareil de l'État qu'aujourd'hui, nous avons toutes ces difficultés-là. Nous envoyons des gens en mission. Ils se font corrompre. Mais je me dis petit à petit, nous allons y arriver. Ce n'est pas facile du tout. Mais votre sincérité vous honore, madame. Vous reconnaissez quand même que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais alors, tous ces étrangers, et généralement des personnes qui viennent de la Chine, de l'Inde, arrivent comment dans les cités? C'est quand même interdit, ça. Qu'est-ce qui se passe? Par où partent-ils? Par moment, je me pose la même question. Mais lorsque vous allez dans les aéroports de la RDC, vous pouvez voir comment ces gens-là viennent. Ils viennent, vous le voyez à l'aéroport, mais puis le jour d'après, ils disparaissent. Alors, si jamais, vous allez les retrouver en pleine forêt équatoriale en train d'exploiter. Si jamais le président de la République ou le Premier ministre vous appelle, vous consulte et vous demande, Madame Samba, nous voulons mettre fin à l'artisanat minier parce que nous voulons ramener la paix dans ces zones-là. Qu'est-ce que vous leur direz? Quelle réponse vous donnerez au président? Bon, d'emblée, je dirais oui, je suis d'accord, mais seulement il faudrait que nous puissions encadrer cela. Nous sommes un pays qui a un taux de chômage énorme. Aujourd'hui, prendre la décision d'arrêter avec l'artisanat minier, c'est créer un autre problème. Donc nous sommes encore dans l'encadrement et peut-être dans les jours à venir, nous mettrons fin à cela. Parce que vous savez qu'il n'y a aucun pays qui se développe avec l'artisanat. Aucun pays ne s'est développé avec l'artisanat minier. Et oui. Chez nous, c'est pire encore. Je pense plutôt aller dans cette procédure-là petit à petit. Commencer d'abord par modifier le code minier dans les articles qui parlent de l'artisanat minier. Et à cause de l'expérience que nous avons d'une année déjà dans l'artisanat minier, proposer une autre façon de voir l'artisanat minier démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que l'expérience SCG avec le cobalt n'a pas marché? Ou en tout cas, semble ne pas marcher? Bon, l'entreprise générale du cobalt, bon, il faudrait leur poser la question, sauf que moi... Mais ils sont quand même sous votre...
votre regard. Non, non, justement. Donc moi, je ne partage pas l'avis du monopole. Parce que l'entreprise générale du cobalt a le monopole de l'achat de tous les produits d'exploitation artisanale du cobalt. Hein. Et moi, je ne partage pas cet avis pour la simple raison que ça viole les dispositions de la loi où on laisse la libre concurrence à tout Congolais qui est dans l'exploitation ou dans le commerce de pouvoir concurrencer avec d'autres. Et la loi OHADA aussi ne permet pas le monopole. Voilà pourquoi, mais seulement nous avions pensé opérationnaliser le centre de négoce de Moussompo afin que tous ceux qui sont exploitants artisanaux puissent amener le produit de leur exploitation vers ce centre-là afin que le centre puisse prendre la responsabilité de vendre, d'aider les exploitants à évacuer leurs produits vers les entités de traitement, les négociants ou les comptoirs. Mais à ce jour, bon, nous attendons que Madame la gouverneure du Lualaba puisse signer l'arrêté qui mettra en action, qui va opérationnaliser le centre de négoce. Mais sinon, de notre côté, tout a déjà été mis en place. Parce que si vous allez au Lualaba aujourd'hui, il y a des dépôts qui jonchent les rues de Lualaba comme pas possible. Et qui tiennent ces dépôts-là, ce sont des sujets étrangers. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est même pas permis dans notre loi. Donc nous attendons que ce centre-là soit opérationnel pour que nous puissions envoyer des inspecteurs au Lualaba, fermer tous ces dépôts-là qui jonchent les rues de Lualaba. Vous voyez que c'est un secteur qui demande que vous ayez beaucoup de puissance publique pour agir. Vous avez besoin un peu de la police de temps en temps ou d'être lié directement à un tribunal ou un parquet, je ne sais pas. Bon, nous avons une commission, un service de l'État, Commission nationale de lutte contre la fraude minière, qui ne fonctionne pas très bien parce que... C'est vous qui devez l'animer, vous devez nommer... Bon, je ne suis pas seul qui l'anime. Il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Mines, il y a la Justice, il y a la Défense. Il y a le nerf aussi. Donc, c'est un tout où chaque ministère donne un peu de ses compétences pour que cette commission-là puisse bien faire son travail sur terrain. Dans le cadre toujours des actions que vous avez menées cette année, il y a eu ce qu'on a appelé la grande signature avec la maison Ventura pour récupérer des titres miniers. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la question. Quelle est votre lecture? Je sais que je peux compter sur votre franchise et votre sincérité pour dire à l'opinion publique quel a été finalement l'arrangement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Avons-nous réellement récupéré ces titres-là? Sont-ils vraiment dans la disposition de l'État congolais? Ou c'était une opération, qui sait, d'arrangement entre les hommes qui comptent et qui pèsent? Bon, le processus est encore en cours. Hein. Je crois que vous avez tout suivi. Le processus est en cours. Nous attendons que la rénonciation soit faite sur tous ces actifs-là. Et c'est du vrai. C'est une bonne chose? Ben oui, parce que nous récupérons des actifs miniers. C'est une bonne chose. Madame Antoinette Samba, vous êtes aussi à la tête de ce ministère pour gérer, pour aider un peu quelques services qui sont sous votre tutelle. Vous avez déjà parlé du CAMI. Vous avez dit que vous avez activé et récupéré un certain nombre de titres miniers. Mais parlons du CEC. Le CEC qui devrait normalement être le pivot central de la certification et des ressources minérales précieuses. Mais le CEC semble ne pas beaucoup vous intéresser. On ne sent rien de ce côté-là. Depuis une année, on ne sent pas. En tout cas, qu'est-ce qui a été fait dans ce cadre-là? Bien au contraire. Tous les services sous ma tutelle m'intéressent. Le CEC, je crois, autrefois, le diamant, bon, on le vendait à $1. Aujourd'hui, je crois que vous suivez quand même, non? Que le diamant du Congo n'est plus vendu à ces mêmes prix. Le centre d'expertise, aujourd'hui,
C'est doté du matériel de laboratoire vraiment de dernier cri. Certains laboratoires seront installés au centre des négoces de Moussompo. D'autres seront installés au Katanga, à Lubumbashi et dans le nord Kivu, pour donner les meilleurs vraiment de ces centres-là d'expertise, pour que nous puissions être capables de donner la vraie valeur de tout ce que nous avons comme minerai qui sort à l'étranger pour aller être peut-être traité ou vendu à l'étranger. Le CEC fait son travail et c'est un service. Vous êtes satisfait du résultat? Oui, très satisfait. Alors on peut les féliciter donc? Oui, oui, mais bien évidemment. D'accord. Madame, nous continuons. Votre ministère est puissant, il est géant, il y a énormément de sujets sur lesquels nous pouvons échanger, mais je voudrais, avant qu'on aille vraiment, on est en train d'aborder la fin, la question de, en fait, comment expliquer ça? Vous avez avec vous la responsabilité de gérer la valeur ajoutée aux minéraux qui sont exportés. Alors, dans ce domaine-là, j'ai l'impression que le gouvernement et les entreprises ne parlent pas le même langage. Les entreprises qui exportent le concentré pensent que c'est un produit fini. Le gouvernement estime que ce n'est pas un produit fini. Comment vous avez pu négocier cela? Bon, nous sommes encore en discussion avec eux, avec les entreprises minières. Une chose est vraie, ils nous posent tout le temps le problème énergétique. Bon, moi, à mon entendement, je pense que c'est un faux problème. Parce que lorsque vous allez au sein de ces entreprises-là, vous trouvez quand même ils ont de l'électricité, ils arrivent quand même à produire le concentré. Mais lorsqu'ils exportent, c'est des sous-produits que nous ne savons pas capter parce qu'ils sont exportés en brut. Nous sommes en train de voir, parce que la loi minière impose la transformation locale. Oui. Nous tendons vers là parce que nous avons le devoir de donner de la valeur ajoutée à tous nos minéraux, mais ensemble, parce que moi je me dis, nous ne sommes pas dans la politique d'imposition, mais de collaboration. Et ce sont nos partenaires, nous allons autour d'une table en parler pour pouvoir prendre une bonne décision et afin que nous puissions mettre de côté tout ce que nous donnons comme moratoire à toutes ces entreprises-là, à pouvoir exporter le concentré. Et la discussion avec deux grandes entreprises, notamment Tenke Fungurume et l'entreprise de Kolwezi, l'entreprise des Chinois, dans le cadre du contrat Chinois-Sicomine, il y a, je pense, une discussion sérieuse avec le gouvernement. Est-ce qu'elle a abouti ou bien nous sommes encore en train d'attendre une crise, une énième crise? Je vous en prie, madame, vous pouvez me parler un peu ou bien vous ne pouvez pas en parler? Parce qu'en réalité, il y a eu une révision de la convention avec Tenke Fungurume. Nous avons tous suivi que le gouvernement s'est interrogé sur ce que cette entreprise devait payer à l'État. L'entreprise. Bon, je voudrais vous dire seulement que le dossier Tenke Fungurume a été traité à la présidence de la République. Une commission a été mise en place là-bas. Donc à ce jour, moi j'attends qu'on puisse m'informer. Donc je ne pourrai pas faire de commentaires là-dessus. Par rapport à la Sicomine, une commission a été mise en place au sein du ministère des Infrastructures. Donc mon collègue il est précédent. Donc la commission... Vous respectez tellement la hiérarchie gouvernementale, même si vous avez des réponses, vous ne les donnez pas parce que vous respectez vos collègues. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si c'était une commission sous ma tutelle, je pourrais vous dire, voilà, le dossier a avancé et nous sommes arrivés à tel point. Mais je ne gère pas ce dossier-là. Madame, alors, 2022, c'est une année qui s'ouvre à nous. Nous sommes encore presque au milieu. Quels sont les dossiers sur lesquels nous devons encore vous attendre, sur lesquels vous travaillez? Quelle est la perspective? Nous voyons que vous avez progressivement maîtrisé l'ensemble du secteur. Sur quel chantier vous travaillez? Le grand chantier que j'ai, c'est l'exploration. Je me dis, si je gagne ce pari-là,
le Congo sort de la galère. Nous n'aurons plus à brader nos actifs miniers. C'est le plus grand projet que j'ai aujourd'hui. Et puis le deuxième grand projet, c'est comment créer une économie attractive à travers le Fonds minier pour les générations futures. Parce que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires hein, de minerais du Congo, nous, de la génération actuelle. Nous avons pratiquement tout ce qu'il y a comme redevance minière, c'est nous qui le consommons. Nous avons les 50% qui est géré par le Trésor public, le 50% de nos 25% vont aux provinces, 15% aux ETD et 10% pour les générations futures. Donc, je tiens beaucoup à utiliser les 10% pour les générations futures, vraiment pour les générations futures. Demain, vous savez, les minerais sont des biens, des produits épuisables. Demain, lorsque nous n'aurons plus de mines, que nos enfants ou nos arrière-petits-enfants se souviennent quand même de nous, que nous avions fait quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais de vous adresser en lingala. C'est parce que j'avais en perspective deux catégories de nos citoyens. Il y a d'abord ceux qui vivent dans les villages, ceux qui sont dans les villages et qui ont entendu parler de la redevance minière. Surtout ceux qui vivent à côté des sites miniers, qui se posent des questions, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce que cette redevance existe, comment est-ce que nous ne la voyons pas encore. Et puis les artisanaux, ils sont très nombreux. Évidemment, j'ai dit que c'est quelque chose qu'il faut proscrire à l'avenir, mais ils veulent entendre du ministre quelques paroles. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Si c'est possible en lingala, je serais vraiment content. Bon, j'avais quelque chose à ajouter d'abord hein, par rapport à la normalisation, à la formalisation de l'exploitation artisanale. Oui. Nous sommes sur un dossier, nous voudrons créer un fonds de crédits miniers pour que nous puissions commencer à financer les exploitants artisanaux. Parce qu'aujourd'hui, une coopérative minière ne sait pas avoir un crédit auprès des banques. Voilà pourquoi ils ont cherché à contourner un peu la loi. Nous allons les amener vers ce fonds-là pour que nous puissions les encadrer, qu'ils fassent mieux leur travail, qu'ils deviennent des millionnaires. Si vous leur disiez en lingala, ils seront très contents. Exploitation artisanale. Mingi eza ya kosala moni message on dirait ezoleka te tozotinda bato bazokende mpo bayebisa bango nini leta ya mboka apesi bango makasi ya bango mpe bakóma bato ya mbongo mais on dirait bango moko bazolinga kolanda yango malamu te esengelaki bango moko baye ebele basali coopérative minière oyo bango moko azwi moto na moto abimisi ata 1000 francs ata 2000 francs bakréer bango moko coopérative minière biso tozala mpona kosunga bango toza na service ya saema mpe oyo esungaka bango mpona balakisa bango ndenge nini bakoki koexploite artisanalement ndenge nini bakoki komiprotege mpe bango na mosala oyo bazosala mais toza kotia masolo mosusu na se na tokobenga bango kala mingi te bayawa mpo tosolola na bango makambo ya fonds de crédit minier ndenge nini tokosunga bango biso moko tolandelaka bango mpo na niveau ba province bazokosa bango trop bakoyaka babengi bango bakomisa bango ndie bangamba bazwi bango kolo coopérative minière abengi bango boya bomemamema basaki wana bafikisaka prix ya cobalt te bafikisaka prix ya wolo te bazaka wana bangambaka bamemaka bakilo baye bakosana bango bambonga mike tokokita tokobenga nanu bango bakoya na Kisasa toyokani tokende biso moko tobanda kosinye na bango baprotocole d'accord awa na Kisasa toaccompagne bango kuna babanda kosala mosala na bango bazwa mpe mbongo yango ndenge esengeli tolingi vraimen tomema mpo tomoni tozeli bato basala mosala na niveau ya province ezosimba te torécupere biso mo masolo. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Nous allons terminer cette émission. Je sais que beaucoup de questions n'ont pas été abordées, mais nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir eu ce privilège de vous poser des questions parce que vous avez assuré ce travail. Alors, un message à notre population, un message d'espoir parce que le secteur minier, je l'ai dit tout à l'heure, que c'était le secteur moteur qui tractait notre économie.
Pouvons-nous encore continuer à croire en ce secteur? C'est le message que je voudrais que vous puissiez tenir pour la population et les dirigeants. Moi, je dirais, nous avons ce devoir-là de continuer à espérer. Le chef de l'État avait dit nous allons avoir une revanche bientôt là du sol sur le sous-sol. Et nous tendons vers là, tenons seulement bon. Moi, je me dis, nous devons résister. Ce n'est pas facile. En une année, on ne peut pas nous donnons déjà le meilleur de nous-mêmes, mais en une année, nous ne pouvons pas réaliser toutes les attentes de la population. Vraiment que la population congolaise tienne bon. Nous tendons vers de bonnes réalisations. Désormais, les mines du Congo serviront la population congolaise. Merci beaucoup, madame, de cette profession de foi. Merci aussi, amis téléspectateurs, pour avoir été avec nous dans cette émission, mais surtout aussi pour avoir suivi la première femme ministre des Mines. Et j'ai eu ce privilège, ce bonheur de la recevoir sur ce plateau. Madame, bonne chance en tout cas pour votre mandat et surtout, bon travail. Merci beaucoup. Merci, madame. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.